Bonjour à tous et bienvenue à cette séance publique de la Commission de la sécurité et du développement social. Je me présente Catherine Boileau, présidente de la Commission. Je suis accompagnée de mes collègues Mme Nancy Robichaud, Mme Jennifer Garfat et M. Raïs Kibonge, tous trois élus, ainsi que M. Stéphane Gauthier, le directeur adjoint au service de police de Sherbrooke. Madame Prisca Gilbert en arrière, qui est coordonnatrice au soutien aux élus. Marilyn aussi, qui est du cabinet de la mairie. Stéphane Simoneau, qui est directeur du service de protection contre les incendies. Madame Caroline Proux, chef de division loisirs et vie communautaire. Et peut-être que vous pourriez nous présenter votre collègue. Je suis accompagnée. Oups, il faut que tu fermes ton son. Je suis accompagnée de Mme Émilie Desrochers, qui est technicienne en loisirs dans le secteur de Lennoxville et elle est là pour un des dossiers qu'on va discuter aujourd'hui. Excellent. Et nous sommes toujours accompagnés de notre super secrétaire, Mme Christine Lessard. Donc, la séance est ouverte et je profite de l'occasion pour vous expliquer les règles. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une commission consultative du Conseil qui a le mandat de fournir au comité exécutif et au Conseil municipal des recommandations en lien avec sa mission, le programme du Conseil et notre plan d'action. Les dossiers présentés devant cette commission sont donc d'ordre consultatif, permettant ultérieurement aux membres du Conseil de prendre une décision éclairée. Les citoyens et citoyennes intéressés par un sujet peuvent maintenant assister à ces séances en personne ou les écouter par le biais d'une rediffusion intégrale de l'enregistrement de la séance. Cet enregistrement sera déposé sur le site Web de la Ville dans les prochains jours. À noter qu'il n'y a pas de période de questions prévue pour les personnes présentes. Lors des délibérations sur un sujet, les personnes présentes dans la salle ne peuvent pas intervenir. Vous pouvez toujours m'écrire par courriel si vous avez des questions, puis je pourrai répondre ou les transférer aux personnes qui vont pouvoir y répondre. Mon courriel, c'est catherine.boileau@sherbrooke.ca. Vous pouvez aussi écrire à votre conseiller municipal pour qu'il puisse faire le lien également. Donc, si vous vous sentez interpellé par un sujet qui suscite votre intérêt, il vous est toujours possible de communiquer, comme je vous disais, avec le conseiller municipal. Pour terminer, mon rôle de présidente m'amène à maintenir l'ordre et le décorum dans la salle et à prendre toutes les décisions qui s'imposent pour veiller au bon fonctionnement de la séance. Donc, je vous remercie de votre collaboration et surtout de votre intérêt envers la politique municipale et nous débutons maintenant ensemble cette séance. Donc, tout le monde est ici, donc j'imagine que l'avis de convocation est adopté. L'ordre du jour, est-ce qu'on a des points à ajouter? Non? Tout est beau, d'accord. Ensuite, en ce qui concerne le procès-verbal, il y a eu une modification à ce qui s'est passé à la dernière séance. En fait, au point où on avait parlé de on vise 40 km/h dans les rues de quartier. Ce n'est pas le cabinet de la mairie qui va prendre en charge le dossier, mais le conseil municipal. Donc, c'est une petite modification au procès-verbal, mais c'est pour ça qu'il y a eu un petit délai là, au niveau de la présentation du procès-verbal aux gens de la commission. Donc, est-ce qu'avec cette modification-là, tout le monde était à l'aise avec le procès-verbal? Tout est beau? D'accord. On est rendu au point d'actualité. Donc, je laisserai M. Simoneau continuer. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais juste faire un petit clin d'œil encore une fois. Ce n'est pas la première fois que je vous le fais, mais c'est quand même un point important qui est l'itinérance à Sherbrooke. Ça fait partie de nos dossiers. Puis je regarde ma collègue Caroline aussi. Vous vous souvenez tous, l'année passée, à peu près à ce temps-ci, on avait vu un phénomène s'installer qui était un peu difficile à gérer. Donc, puis c'est pas des solutions qui sont nécessairement simples à trouver. Il y a eu quand même un bon démantèlement. On parle du pont Joffre l'année passée. Je pense que la plupart
La plupart des gens s'en souviennent. Je vous mets une photo à l'écran. C'est le Pont-Joffre cet été, lors des travaux, parce que vous savez que l'approche qu'on a prise au mois de juin, ça a été de créer une petite équipe de travail multidisciplinaire qui regroupe le service de police, service incendie, la division des parcs et la division de la voirie. Pourquoi? Pour avoir une approche commune, unifiée et directement d'intervenir directement dans la stratégie établie par la table itinérance, par le groupe de travail en itinérance. C'est-à-dire, on veut trouver une façon de vivre ensemble. Parce que je pense que l'approche des gens qui ont été interpellés, des citoyens, des représentants municipaux, on est tous d'accord, il faut trouver une solution. C'est de définir les paramètres d'intervention que dans ce dossier-là qui est difficile. Donc, on a fait beaucoup de discussions. J'ai participé à quelques discussions à l'entour de table, puis je dois vous avouer que j'étais le moins compétent du domaine avec ceux que j'ai pas. Puis je le dis à toutes les fois. Mais des fois, en étant pas baigné dedans, on part d'une page blanche qui nous aide des fois à peut-être à prendre du recul puis définir des paramètres qui sont peut-être corrects finalement. Donc, les premiers paramètres qu'on a définis, c'est d'avoir un premier contact humain, gagner la confiance des gens et de faire de l'éducation sur les risques que ça peut poser. Les campements, vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas la préoccupation des gens qui sont concernés par l'itinérance. C'est plus que quand ça devient une démesure, quand ça devient une grosseur, un village, ben ça apporte certaines problématiques de criminalité puis de peur chez le voisinage et aussi des risques d'incendie, des risques dangereux pour la population, mais pour les itinérants eux-mêmes. Donc, on s'est donné comme objectif de les rencontrer un à un, puis le Pont-Joffre a été le point d'origine du mouvement, mais on s'est étendu à tous les points d'itinérance à Sherbrooke pour justement faire le premier contact, établir c'est quoi les paramètres et avoir une certaine rigueur avec eux autres. Parce que moi, j'ai appris que cette clientèle-là, il faut avoir de la ponctualité et il faut dire ce qu'on va faire, mais il faut surtout faire ce qu'on dit. Pas plus et pas moins. C'est très important, c'est important dans tous les domaines, vous allez dire, mais encore plus dans des situations avec des gens qui sont vulnérables, qui subissent l'itinérance. Donc, l'itinérance, c'est un gros problème. Puis je ne pense pas que l'équipe va avoir trouvé la solution au problème, mais à tout le moins, euh, va améliorer, je pense, la relation entre le citoyen standard, qu'on pourrait dire entre guillemets, et ceux vivant de l'itinérance pour qu'on puisse améliorer justement ce vivre ensemble-là. Vous avez à l'écran une photo, parce que je vous rappellerai que c'est tellement compliqué l'itinérance que même nos cols bleus, nos policiers, ben peut-être les policiers un peu moins parce qu'ils agissent sur le terrain plus souvent, mais c'est pas facile d'aller enlever certaines choses, même si c'est des rebuts dans un territoire qui est dessiné qui ne nous appartient pas. Donc, il y a une approche qui est assez particulière. Et les policiers, comme vous voyez, c'est Jean-François du service de police de Sherbrooke, et il nous a éduqués, dans le fond, à l'approche. C'est deux, Mathieu puis Jean-François, c'est deux policiers qui sont spécialistes, sont des policiers à vélo. Donc, ils interviennent souvent avec ces gens-là, puis des fois, ils nous donnent des conseils sur l'approche, comment faire, puis faut respecter, puis il faut être capable de savoir qu'il y a des journées qu'on ne pourra pas rien faire parce que, bon, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir en ligne de compte. Mais dans l'ensemble, gagner la confiance de cette population-là, ça devient quand même intéressant pour tout le monde. Vous voyez ici, jeudi passé, on avait avisé depuis quelques semaines déjà les itinérants qui sont dans le secteur du Pont-Joffre qu'on devrait faire un nettoyage, un grand nettoyage pour désinfecter, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de rebuts, de vitres, toutes sortes de choses se retrouvent là pour la sécurité de tous. Donc, tout le monde a collaboré, les itinérants premiers, on a fait le ménage et les équipes de la voirie ont pu
vraiment nettoyer le secteur. Puis ceux qui passent, les itinérants sont encore là. Il y a 2 résidents, 2 ou 3 résidents de façon permanente, mais ils respectent les règles qu'on s'était données. Je vous rappelle qu'on veut l'aspect sécuritaire, donc tout ce qui est matière dangereuse, combustible, armes et tout ça, ben, ça n'a pas raison d'être, c'est comme dans la société. Et aussi le caractère mobile. On doit être capable d'être en mobilité, donc on ne peut pas accumuler pour, s'installer là indéfiniment parce que c'est une propriété publique. Donc, c'est quand même, je pense, apprécié de la population en général, des itinérants. Et là, vous voyez ici les utilisateurs, c'est au parc Félix Thibault dans l'Est. Vous en conviendrez pour les usagers qu'à un moment donné, on était, excusez-moi l'expression, là, mais j'avais l'impression qu'on était en train de perdre cet endroit public-là, qui est une importante muraille, une fierté de la ville de Sherbrooke. Et c'est correct qu'il y ait une présence d'itinérance. Ça fait partie de notre population. Maintenant, je répète, il faut trouver une façon de pouvoir vivre ensemble sans que ce parc-là se retrouve, dans le fond, que les gens qui veulent y aller pour observer les murales, ben, soient intimidés par la présence ou qu'il y ait du vandalisme. Donc, il y a eu toute une approche avec ces gens-là, puis je vous dirais que 2 fois par semaine, maintenant, nous, on fait le ménage là avec l'équipe de voirie, mais eux aussi font le ménage avec l'équipe de Macabane qui ont embarqué dans le... Puis on les a fait comprendre que c'est à leur bénéfice aussi parce que c'est les utilisateurs du parc. Donc, une bouteille, ça ne se casse pas, ça se met dans les poubelles. Les murales, c'est un œuvre d'art, il faut les conserver. Donc, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis pas mal fier de vous dire, ce matin, j'étais là et c'est la première semaine en 14 semaines que les équipes ont presque rien à faire comme ménage. Donc, puis je vous ai parlé de 2 secteurs, mais en fait, on supervise une dizaine de secteurs au centre-ville. Je ne vous dis pas que ça a toujours bien été durant l'été, mais il y a certainement une évolution qui est positive. Et si je le disais tantôt, ce n'est pas la solution à toute la problématique d'itinérance, mais je pense qu'on tient un filon qui est quand même important puis qu'on peut être fier de dire ça va faire partie des solutions, ça, pour le maintien de la bonne entente et la gestion de l'itinérance qui, je ne vous l'apprends pas, n'est pas pour disparaître. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait un autre point d'actualité de votre côté ou que vous voudriez... Est-ce que... Allez-y, Madame Proux. Alors, peut-être en profiter pour mentionner l'activité de sensibilisation, la Nuit des sans-abri. C'est une activité annuelle à l'échelle du Québec au complet, donc qui revient le 21 octobre prochain. Ça va débuter par une conférence de presse à 16h30 en face de l'Hôtel de Ville et à 17h, une marche va s'ouvrir jusqu'au marché de la gare où il y aura des activités de sensibilisation, différents kiosques avec les organismes du milieu jusqu'à 10h le soir. Donc, on vous invite à vous joindre à l'activité pour mieux comprendre les enjeux liés à l'itinérance. Merci. Excellent. C'est beau? OK. Donc, nous serions rendus... On continue avec la stratégie municipale jeunesse. C'est ce dossier-là en premier, là, je suis plus certaine. Non, c'est l'autre? Ça, c'est les rues conviviales, d'accord. Oui. Donc, voici un sujet dont on entend de plus en plus parler. Les gens souhaitent se réapproprier leur rue. On parle de rue conviviale, de rue partagée, de rue piétonne, zone ludique. Aujourd'hui, c'est le début des travaux sur le sujet. Il y a évidemment plusieurs enjeux lorsqu'on décide de se réapproprier une rue. On pense à quel est l'objectif, comment on choisit la rue, est-ce qu'on ferme complètement à la circulation? Bref, le type d'appropriation, comment nos services d'urgence pourront intervenir s'ils doivent se rendre sur place, etc. Donc, Madame Proux, je vous laisserai continuer et nous présenter votre présentation. Oui, on va vous faire une présentation pour la mise en contexte, bien comprendre de quoi on parle au juste, comme vous l'avez mentionné. Puis après ça, une proposition, dans le fond, pour obtenir un mandat, pour travailler un programme rue conviviale. Puis on verra ensemble qu'est-ce qui est réaliste, si ça vous convient, qu'est-ce qui est réaliste comme échéancier aussi. Donc, je vais laisser ma collègue, Madame Durocher, partager. Juste une petite chose, Madame Gravel,
était supposée se joindre à nous sur ce sujet-là ou? Je croyais que oui. Peut-être qu'elle la laisse brancher. On peut peut-être l'appeler en Elle serait en ligne? Être en ligne, mais il était supposé dédier ça à quelqu'un de son équipe. OK. Je vois là. OK. Parce qu'il y a tout un pan que j'aimerais qu'elle soit là pour répondre à nos questions aussi, hein. On commence? Parfait. Donc, oui, on va faire ça. Je pensais l'avoir fait. OK, c'est bon. Bon, ben bonjour tout le monde. Mon nom est Émilie Durocher. Je suis technicienne en loisirs. Et puis, j'ai participé à l'élaboration d'une idée concept pour, dans le fond, un éventuel programme de rue conviviale. Donc, je vous le présente aujourd'hui. Étant donné que c'est un concept, une idée de départ, bien sûr, toutes les modalités restent encore à être définies. Donc, voici, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu justement tous les modèles existants, donc la typologie en fait des rues. Je vais vous présenter aussi l'idée concept que nous avons réfléchi. Il va y avoir aussi les paramètres du programme, le processus de demande, les estimations budgétaires et puis l'échéancier que nous vous proposons. Donc, tout d'abord, il existe plusieurs types de rues, dont la rue piétonne. Donc, vous la connaissez. Ce type de rue-là est habituellement fermée à la circulation ou bien à une restriction très, très limitée. Elle est, dans le fond, pour les piétons. Elle va souvent se trouver dans une densité commerciale, donc où il y a de multiples attraits, soit touristiques ou commerciaux. La largeur et l'accès, en fait, de la rue là, va permettre une circulation des véhicules d'urgence ou bien des camions de livraison. Mais ça va être très restreint. Donc, ces rues-là sont évidemment pour dynamiser le milieu. Ensuite de ça, on a les rues partagées. En fait, il n'y a pas de définition précise sur les rues partagées, mais celle qui est le plus utilisée, en fait, c'est celle un peu comme l'image qu'on voit, où l'ensemble de la rue ressemble beaucoup à la rue piétonne, mais elle permet la circulation véhiculaire. Donc, il n'y a pas de signalisation. Bien sûr, en rentrant dans la zone, on voit la signalisation qui vient annoncer le type de rue, mais c'est tout. Il n'y a pas de signalisation autre que ça. On peut voir sur la photo, exemple, le piéton est plus gros. Donc, on vient, avec ce type de rue-là, vraiment donner la priorité en fonction de la vulnérabilité des personnes. Donc, tous peuvent y circuler. Les cyclistes peuvent y aller à contresens. Les piétons peuvent traverser là où ils le veulent. Les véhicules peuvent circuler, mais doivent faire attention aux gens qui y sont. Donc, évidemment, la circulation, la limite de vitesse, en fait, est abaissée pour ce type de rue-là. On peut aussi y voir des aménagements sur le côté, par exemple, pour justement aider à dynamiser la rue. On n'en a pas nécessairement au Québec de ce type de rue-là. Pour ce qui est des rues conviviales, il y a aussi plusieurs définitions. Donc, il y a deux types de rues conviviales. En fait, une où il va y avoir vraiment une ségrégation des voies en fonction du type d'usager. Donc, il va y avoir un trottoir pour les piétons, une piste cyclable pour les vélos et une voie véhiculaire pour les automobiles. Mais on peut aussi voir les rues conviviales comme un peu sur la photo où les véhicules ont leur voie, mais il y a aussi des zones possibles pour les piétons et puis, bien sûr, les cyclistes. Dans le fond, le but de ce type de rue-là, c'est de permettre à tous l'utilisation et la permettre de façon confortable, sécuritaire. Donc, la limite de vitesse est aussi réduite dans ce type de rue. Ensuite, on a les rues ludiques.
Les rues ludiques, souvent, eux, en fait, ont comme objectif de dynamiser le milieu. Donc, c'est clair. Souvent, il va y avoir des restrictions à la circulation et même la fermeture complète de la rue. Souvent, on va les voir près des écoles, par exemple. Donc, c'est vraiment un peu comme sur l'image, très dynamique et on focus sur les rassemblements et le jeu libre. Maintenant, dans le fond, si on adopte un programme, celui-ci viserait vraiment à répondre aux besoins des citoyens qui souhaitent dynamiser leur milieu et favoriser l'utilisation de leur rue par tous les usagers. C'est vraiment l'objectif principal. Et puis, il est important de mentionner que ce programme-là n'aurait pas comme objectif de réduire la vitesse dans une rue résidentielle, puisqu'il y a d'autres moyens pour ce faire. C'est sûr que la réduction de vitesse vient avec l'idée, le concept de rue conviviale pour assurer la sécurité, par contre. Donc, le programme qu'on vous propose, dans le fond, se déploiera en 2 types d'aménagements distincts. On aurait l'implantation de rues conviviales et puis l'aménagement de zones ludiques. Les zones ludiques seraient optionnelles. Je vous en parle dans quelques instants. Donc, la mise en place du programme pourrait se faire en projet pilote pour la première année. On pourrait parler de 6 rues conviviales maximum, donc une par secteur. Donc, pour ce qui est des concepts, en fait, la rue conviviale, dans le fond, la période suggérée serait, dans le fond, du mois de juin au mois de novembre. Pourquoi juin et pourquoi novembre? En fait, on attendrait que les rues soient complètement nettoyées, puis on ne veut pas non plus exercer une pression sur nos services qui s'affairent en début au printemps à nettoyer les rues. Puis pourquoi le mois de novembre? C'est avant la tombée des premières neiges, parce qu'on souhaite l'utilisation de lignage, donc on veut assurer une sécurité à ce niveau-là. L'aménagement de la rue conviviale, bien, il pourrait y avoir un aménagement ou de la signalisation installée à l'entrée de la rue et, dans le fond, durant la rue, en fait, pour s'assurer que les gens soient conscients du type de rue dans lequel ils sont et de la limite de vitesse qui est suggérée. Il va y avoir aussi du marquage au sol pour justement le rappel de la zone. Les citoyens sont invités à occuper l'espace en cohabitation avec la circulation automobile. Donc, tout le monde peut avoir accès à ces rues-là, mais on va prioriser, justement, ces rues-là viennent dynamiser et viennent prioriser le jeu libre. La vitesse suggérée serait de 20 km/h. Les rues visées, mais on suggère en fait qu'il y a une liste de rues admissibles. Puis, la rue pourrait être entièrement une rue conviviale ou ça pourrait être seulement qu'une section de cette rue-là. Pour ce qui est de la zone ludique, elle serait optionnelle. En fait, l'idée de la zone ludique, c'est de favoriser un secteur, une section en fait de la rue pour la dynamiser davantage. Donc, cette section-là serait encore plus sécuritaire pour les usagers. Donc, période suggérée serait la même que pour les rues conviviales. En fait, une zone ludique est toujours à l'intérieur d'une rue conviviale, en fait. Donc, l'automobiliste serait déjà, dans le fond, partagerait déjà la rue avec des usagers et aurait déjà une vitesse réduite, donc quand il arriverait à une zone ludique. Donc, les aménagements de la zone ludique, ça serait des aménagements temporaires et puis, ou des infrastructures temporaires qui seraient installées pour obliger les automobilistes à réduire leur vitesse. Donc, on peut parler d'un dos down à l'entrée ou d'un stop temporaire ou d'autres aménagements qui les forcent à ralentir. Il va y avoir aussi beaucoup de marquage au sol et puis on va vraiment axer sur le jeu libre dans cette section-là ou le rassemblement. Donc, il pourrait y avoir, exemple, des jeux de marelle le long de la rue, mais tout
tout en conservant l'idée qu'il y a toujours une circulation véhiculaire dans cette zone-là. Donc, c'est important que les citoyens gardent une voie pour les véhicules, même si cette zone-là, elle est favorisée pour le jeu. Les citoyens pourraient aussi, lors d'événements ou de rassemblements, là, amener du mobilier de façon temporaire dans cette zone-là. La vitesse suggérée, ce serait un peu comme au camping, donc 10 km/h. On ralentit vraiment puisqu'il y a des enfants qui peuvent y jouer. Puis, pour ce qui est des rues visées, en fait, c'est la même chose que les rues conviviales. Ça pourrait être à partir d'une liste de rues admissibles, mais cette zone-là aurait une longueur maximale. On peut penser à 200 pieds ou 3 à 4 maisons, résidences de long. Dans le fond, l'idée, c'est que l'automobiliste, quand il arrive dans cette zone, voit la fin de la zone et puis il n'y a pas le temps non plus d'accélérer. Ça, c'est pour la zone ludique. Puis, ce que je voudrais mentionner aussi, c'est que ce n'est pas toutes les rues conviviales où il y aurait la possibilité d'avoir une zone ludique. En fait, les zones ludiques vont être intéressantes là où il y a déjà des rassemblements ou bien où il y a un potentiel d'en avoir. Donc, si, par exemple, il y a un bloc appartement où les jeunes se rassemblent déjà, bien, ça pourrait être une zone qu'on vient sécuriser davantage. Donc, le processus de demande, en fait, il y a des critères bien précis qui seraient à élaborer, en fait, pour viser à restreindre un peu, dans le fond, à avoir des rues qui sont convenables pour tous. Donc, la première étape serait pour le citoyen, en fait, de vérifier si sa rue figure sur la liste des rues admissibles. Donc, on pourrait mettre disponible sur le site Internet. Ensuite de ça, il y aurait à transmettre une demande officielle à la ville. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on aurait besoin de l'adhésion de 2 tiers, en fait, des propriétaires de la rue affectés par la demande. Donc, si c'est une section dans une rue conviviale qu'on souhaite, en fait, si c'est une section de rue, il faut que ce soit tous les propriétaires qui seraient impactés par cette section, donc qui doivent traverser la zone même s'il ne reste pas exemple sur ce bout-là. La troisième étape serait bien sûr l'évaluation de la demande par les services. Puis si c'est accepté, bien, il y aurait l'aménagement de la rue, puis ensuite, les citoyens auraient à respecter leur engagement, donc soit de réduire leur vitesse et puis d'utiliser la rue de façon appropriée. On souhaitait aussi, on fait des liens en fait avec notre programme de fête de voisinage. En fait, tandis qu'il y a des résidents qui seraient déjà mobilisés à planifier quelque chose pour dynamiser leur milieu, mais on va leur suggérer fortement en fait de faire une demande de fête de voisinage dans la même période. Pour ce qui est des estimations budgétaires, la rue conviviale, en fait, pourrait coûter environ 5 000 $. On focuserait davantage sur l'affichage de réduction de vitesse puis le marquage au sol dans le but justement de focaliser nos efforts sur la réduction de vitesse, le sentiment de sécurité pour ces rues-là. Pour ce qui est de la zone ludique, bien, vu qu'on la veut divertissante et intéressante pour les rassemblements ou le jeu libre, bien, nos efforts au niveau des coûts pourraient être davantage sur l'aménagement puis le marquage au sol. Bien que cette section-là est plus courte, on pourrait justement en mettre davantage dans cette section. Donc, pour les coûts, les 6 rues conviviales ainsi que les 6 zones ludiques, on parle de 30 000 $ pour les rues conviviales, pour les 6 rues qu'on essaierait la première année, et 30 000 $ pour les zones ludiques. Donc, on parle de 60 000 $. Cependant, comme je l'ai mentionné, les zones ludiques sont optionnelles. Donc, nous ne croyons pas que c'est dans toutes les rues conviviales qu'il va y avoir un besoin ou un intérêt pour la zone ludique. Donc, on pourrait penser qu'on est plus à 3 zones ludiques, donc la moitié des demandes qui auraient besoin d'une zone. Donc, on parle de 45 000 $. Pour ce qui est de l'échéancier,
En fait, à l'automne, on pourrait rédiger le programme s'il vous convient et puis faire des rencontres, en fait, de comité avec les services qui vont être impliqués dans ce projet-là. Ensuite, à l'hiver, on pourrait finaliser la rédaction du programme puis faire un dépôt pour approbation au conseil municipal en hiver. Au printemps, on pourrait débuter avec 6 rues, donc une par secteur. Puis on pourrait penser qu'à l'été, on pourrait être en mesure de déployer pour les 6 rues. Ensuite, bien, il y aurait un bilan du projet pilote qui pourrait se faire là, à l'automne suite à la fermeture de chacune d'elles. Ça fait le tour de la présentation. J'ai vraiment beaucoup de questions, mais je laisserai peut-être mes collègues. Voulez-vous commencer, Mme Robichaud? Quelques petits commentaires, quelques petites questions. Convivial, partagé, on a passé vite, mais la différence que j'ai vue rapidement, c'est des zones délimitées pour la voiture, les piétons et les cyclistes versus l'autre, c'est un peu tout mélangé. Oui. C'est ça, OK, c'est bon. Dans la liste, avez-vous pensé que ça va être, mettons, plus des rues cul-de-sac ou des choses comme ça ou pas nécessairement, c'est ouvert à tout type de rue ou presque? Ce n'est pas encore défini, ça va être en fonction des critères qu'on veut se donner. On ne s'est pas penché sur exactement les rues, mais on a aussi lu le rapport en fait de l'Université Laval sur les rues partagées qui donnait quand même un listing là, des rues qui étaient peut-être potentiellement. On pourrait partir de ça en fait pour déterminer. Et est-ce qu'une fois que vous allez avoir fait la liste, vous allez les envoyer dans les arrondissements pour que chaque élu des arrondissements qui connaît souvent peut-être plus leur secteur, leur rue, puisse dire ah oui, ça c'est une bonne idée, ça, ah non, ça finalement, c'est pas du tout une bonne. Tu sais, va-tu avoir ce travail-là fait avec les élus d'arrondissement? Bien, dans le comité interservice, les arrondissements sont prévus, donc on va le voir, mais quand on aurait une demande spécifique, évidemment, un peu comme notre comité au niveau des jardins communautaires, quand on a une demande, effectivement, en proximité, vous avez l'expertise du milieu. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers auxquels vous avez été confrontés? Donc oui, on passerait pour valider avec chacun des arrondissements. OK. Et dernier point que je m'étais noté, quand vous parlez de respect de la vitesse, est-ce que vous avez prévu mettre des capteurs de vitesse? Tu sais, les petites bandes noires sur le chemin qui calculent la circulation, la vitesse et tout ça? Ou Non. c'est juste dit respecter la vitesse, mais on. Bien, pour ce qui est du programme, en fait, l'idée, c'est vraiment, nous, notre mandat, c'est de dynamiser la rue. Donc, on ne s'est pas penché, mais probablement que dans l'étape où on va vraiment élaborer le projet avec tous les services impliqués, on pourra penser aux stratégies. Mais je le vois plus comme une mesure pour contrôler. On pourra voir si c'est nécessaire après peut-être une année pilote. OK. Merci, pas d'autres questions pour tout de suite. Madame Garfat? C'est plus la vitesse dans les rues que ça m'inquiète parce qu'on a déjà plusieurs problèmes de vitesse, comme à 50 km résidentiel. Donc, c'est ça qui m'inquiète. Et est-ce que ce serait obligatoire d'avoir une par comme arrondissement ou comme. Et est-ce que c'est les élus qui vont choisir ou est-ce qu'on va attendre que les citoyens fassent une demande sur une rue? Pour la première année, on pourra voir comment on veut le déployer. Est-ce que c'est les conseils d'arrondissement qui sélectionneraient? Est-ce que c'est à définir ça pour la première année? Mais ensuite, les années subséquentes, quand on ouvrira le programme, mais c'est en fonction des demandes citoyennes. J'ajouterais peut-être que quand les voitures voient du monde dans la rue, ils ralentissent quand même, là, ils ne font pas exprès. Là. Puis sûrement à Lennoxville, dans les quartiers plus résidentiels, il doit y avoir des jeunes qui jouent au hockey dans les petites rues vraiment reculées, tranquilles. Il doit y en avoir des petits trucs comme ça. En tout cas, on en a tous. Là. Oui, mais Ça pourrait être une rue comme ça. Oui, en espérant que les gens ralentissent aussi parce qu'il y a plusieurs de shortcuts à Lennoxville pour éviter les lumières au centre-ville. Ben, c'est pour ça qu'ils vont aller en arrondissement Ouais. pour vous consulter, dans le fond, voir les choix de rue. Là. J'ai vu que vous avez levé la main, M. Gauthier.
Ouais, en fait, peut-être je pourrais rajouter, il y a des rues qui n'ont vraiment pas de problème de vitesse dans les zones résidentielles. Je pense qu'on va cibler les rues que de façon normale, la vitesse est réduite, soit parce que c'est un cul-de-sac, soit parce que ce n'est pas une rue collectrice où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais aussi, il va y avoir des barrières, il va y avoir des annonces. Tu sais, on va sensibiliser les gens qui rentrent dans une zone. Mais comme vous dites, là, des fois, les gens jouent au panier de basket dans la rue. On ralentit déjà de façon. On fera pas ça sur le chemin de Saint-Élie, mettons. Ça ne sera pas sur l'autoroute, toi, c'est ça. Oh, je regardais pas du bon bord. Monsieur Simoneau? En fait, je vais juste vous inviter à nous inclure dans la démarche parce que j'ai pas vu le service d'incendie. J'en faisais part lorsqu'on en a, je me souviens plus quand, là, souvent, on oublie la grosseur des véhicules. C'est pas qu'on est contre le projet, pas du tout, mais il faut quand même avoir en tête qu'on puisse avoir un accès. Puis dans le cas des rues ludiques, les premières étapes, je pense pas que ça soit problématique, mais lorsqu'on vient pour mettre du mobilier, des fois qui est plus permanent, puis des fois même dans l'esprit de protection des usagers, ben là, ça peut venir contrevenir à un accès qui pourrait amener d'autres problématiques. Donc, je vous invite à nous inclure dans la démarche pour qu'on puisse avoir une réflexion qui va couvrir tous les angles. Parfait, merci. Je me demandais en lien avec les services d'urgence, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, fait que ma question est peut-être vraiment, mais quand vous avez un appel d'urgence, j'imagine que vous avez une espèce de Google Maps qui vous dit par où passer pour avoir les meilleurs chemins, là. Fait que j'imagine que si on barre une rue, mettons qu'on barrerait une portion de Wellington, je donne ça comme exemple parce qu'on l'a fait avec Wellington-sur-Mer. J'imagine que votre logiciel va se mettre à jour avec les rues qui seraient bloquées pour que vous passiez par d'autres sections. Je ne sais pas comment ça marche, là. En fait, non, parce que le logiciel qu'on a ne tient pas des fermetures, ne tient pas compte des fermetures de rue pour la simple raison que quand on l'avait pensé, ça demandait trop de ressources, trop d'investissements à mettre des gens à temps plein pour modifier en temps réel l'accessibilité des rues. Mais maintenant, ce qui m'inquiète moins dans les rues visées, ça ne sera pas des rues transitoires normalement, là. Donc, ce qui fait que si on est appelé en service d'urgence, puis je parle pour mon service incendie, si on est appelé à intervenir sur cette rue-là, c'est pas parce qu'on a besoin d'y passer, c'est parce qu'on a besoin d'intervenir sur une des maisons qui est dans la rue. Donc, moi, tu sais, je vois pas une embûche majeure, mais il y a certainement juste une précaution à prendre à inclure notre service. Je voyais le service de police est déjà impliqué, mais souvent, on ne pense pas que les camions incendies, ben, il y a peut-être des particularités, là. Vous m'avez volé une question. Monsieur Kibonge, votre tour? Merci. J'ai plusieurs questions parce que j'ai été plongé dans ce genre de dossier-là avec la rue London. Ça fait presque un an maintenant. OK, on va commencer par la signalisation, le marquage au sol. Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir autant? Parce que si je prends l'exemple de la rue La Roque, qui est une montée et sur laquelle il y a juste comme des petites signalisations là, qui ont été mises comme de part et d'autre. Là, les gens ralentissent là, parce qu'ils sont comme j'ai pas envie que le plastique me freine. Donc, je me demandais euh, si on ne pouvait pas avoir moins de signalisation au sol, là, histoire d'aller chercher une certaine efficacité en termes de coût. Mais pas besoin de répondre. En fait, oui. Est-ce que c'est vous qui répondez? Est-ce que ça devrait être l'équipe de Mme Gravel? Vu que c'est une idée concept encore, ça peut être justement discuté dans les prochaines étapes là, du programme. Là. Parce que c'est juste pour voir l'efficacité entre si on met finalement deux signalisations assez voyantes et faire un gros marquage qui va coûter plus cher et qu'on se rend compte que la signalisation fait le même travail, donc on peut économiser là. Mon autre question, c'était concernant les critères de sélection pour les... Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont déjà établis ou est-ce que vous allez travailler dessus pour... Non, ce n'est pas encore établi. En fait, on voulait vraiment avoir tous les services autour d'une table pour pouvoir... Parce que quand, avec Mme Côté, que je salue, on a travaillé sur la rue London, on a dû appeler plusieurs services différents pour leur expliquer justement par rapport à l'accès pour les pompiers, par rapport aux travaux à faire, à l'aménagement et tout. Donc, je serais intéressé à voir ça serait quoi les critères. Concernant... ah oui, la chose qui est venue un peu me chercher, c'est quand même c'était les zones ludiques ou les rues conviviales qui demandent 2 tiers de l'adhésion des propriétaires?
En fait, c'est les deux zones. OK, parce que dans mon district, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas propriétaires. Il y a beaucoup de locataires qui habitent là. D'accord. En fait, c'est très important parce que dans un autre dossier aussi, c'était quelque chose qui venait accrocher. Les gens étaient capables d'aller chercher beaucoup de personnes qui résidaient là, mais pas les propriétaires en tant que tels. Donc, c'est de savoir, puis aussi de savoir pourquoi est-ce que c'est 2 tiers des propriétaires, pourquoi pas 50 Oui, bien, en fait, on a plus, regardé au niveau de d'autres villes qui font des rues conviviales, puis Mhm. c'est à peu près ce qu'ils demandent la plupart. Fait que Puis nous, est-ce qu'on pourrait être plus comme dynamique? on peut, c'est tout encore possible là, de changer. OK. C'est la proposition qu'on vous Donc, ça fait. serait une suggestion. Je veux dire, nous, quand on fait souvent nos référendums, ça va être comme des 50% plus 1, là. Fait que le 2 tiers, c'est comme. On sait que réalistement, c'est assez difficile de mobiliser les gens. C'est sûr qu'on se dit, ben, si les gens veulent ils veulent tant que ça leur projet, ça serait bien qu'ils soient autant mobilisés, mais c'est aussi pour faciliter la participation citoyenne que, mettons. Oui? C'est sûr on va aider les citoyens aussi à faire cette partie-là. Donc, par exemple, d'avoir un outil avec un résumé de c'est quoi le projet puis les signatures. Fait que pour que ça soit le plus simple possible pour eux de les recueillir. Mais effectivement, avec le 2 tiers, on s'assure aussi qu'on n'aura pas beaucoup d'allers-retours à faire pendant l'été. Tu sais, c'est la majorité qui veut aller de l'avant avec ce projet-là. Il y a quand même un impact sur la mobilité, si on veut. Donc, tu sais, il faut. Et puis, je suis d'accord, sauf que dans le monde politique et constitutionnel, en général, 2 tiers, on appelle ça une super majorité. C'est quasiment ça que ça prend pour renverser des grosses décisions, là. Alors que le 50% plus 1, ça s'assure d'avoir la majorité simple. Donc, c'est pour ça que Je rajouterais aussi que c'est aussi pour la sécurité. Si on a la moitié qui n'adhère pas au projet, on n'aura pas nécessairement de respect de la zone. Donc, on est mieux. Ben, en fait, ce ne serait pas la moitié puisque c'est 50 plus 1. C'est ça. Puis, tu sais, on parle de peut-être qu'il va y avoir, mettons, une rue commerciale. Ça devient aussi un peu compliqué d'aller rejoindre les commerçants ou des locaux vacants. Ou, tu sais. Fait que moi aussi, je suis d'accord avec M. Kibonge, le 50 plus 1. Puis, je vais me dépêcher parce que je vois d'autres questions aussi. Le 5 000 $, c'est par année. Par exemple, mettons qu'on décide d'y aller, on dit, OK, la rue, je ne sais pas moi, Brooks, on décide d'y aller avec une rue conviviale là. Est-ce que c'est 5 000 $ à chaque année ou est-ce qu'il y a des coûts différents, là? Mais c'est certain que les coûts seront moindres les années subséquentes parce que le matériel a été acheté. Donc, c'est juste de réinstaller. C'est la main-d'œuvre, dans le fond, qui va coûter quelque chose. Si le lignage est effacé, bon, ça va être à refaire, mais en principe, ça devrait diminuer. D'accord. Je vais pas m'attarder, mais dans le fond, je vais juste finir avec un commentaire. Dans le fond, ça répond, en fait, le travail est très bien. J'ai posé des questions là, mais c'est juste pour dire le travail est très bien. Il y a encore des petits ajustements à faire. On a la chance quand même d'être dans la commission sécurité et développement social. Je trouve que les rues conviviales viennent répondre aux besoins de développement social parce que oui, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent dans les quartiers, dans certains quartiers puis qui veulent connecter avec leurs voisins, fait qu'il y a ça. Mais il y avait aussi l'enjeu sécuritaire qui serait plus les rues partagées. Donc, c'est pour ça que ben, quand on pourra être connecté ou contacter Madame Gravel, je sais que le projet, là, on pousse pour avoir les rues conviviales, mais ça serait bien d'avoir justement une sorte de boussole générale pour que la population sache, on va dire, sur quel pied danser, là, et sache comme, voilà ce qui est nécessaire pour avoir une rue partagée, voilà ce qui est nécessaire pour une rue conviviale. Puis nous, au niveau des arrondissements, ça nous aide aussi à planifier, dépendamment des fonds qu'on a, de dire, ben, cette année, on est capable de mettre en place une ou deux ou trois rues conviviales et seulement une rue partagée. Ou cette année, on met aucune rue conviviale et seulement une rue partagée, dépendamment des coûts. Fait que ce serait mon dernier commentaire. Merci. OK. Donc, c'est mon tour. Bon, ben, M. Simoneau m'a piqué ma première question. La deuxième que j'avais, dans le fond, je me demandais pourquoi est-ce qu'on se limite pour le projet pilote à juste 6? Parce qu'il y a quand même 14 districts. Je pense que la ville est quand même assez grande, puis des petits recoins, des petits cul-de-sac, il y en a facilement dans tous les districts. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose qui est facilement envisageable, là. Puis un cul-de-sac, c'est pas trop compliqué mettons, à baliser, tu sais, donc on n'a pas besoin de mettre nécessairement un dos d'âne pour bloquer la rue ou on n'a pas besoin de beaucoup
Donc, je vois que vous avez une réponse. L'échéancier pour mener un projet pilote pour 2023 est déjà quand même serré. Puis on ne veut pas ajouter de la pression sur nos collègues des autres services aussi, fait qu'il faut voir le réalisme même pour 6. Puis ça nous permet aussi de réajuster. Dans le fond, on veut quand même faire un projet pilote, aller voir si on en a avec la zone ludique optionnelle. C'est le fun aussi parce que ça nous permet de tester un concept, mais tu sais, de se donner la chance. Puis l'autre chose, c'est qu'on vous a montré les coûts, c'est lié à une demande additionnelle aussi. Donc, on vous laisse aider à ce que notre demande additionnelle soit raisonnable, mais de voir aussi de votre point de vue, ce n'est pas un projet qui peut se déployer à coût nul, donc on y allait de façon raisonnable pour l'an 1 en pilote, mais s'il y a une volonté d'y aller plus largement, mais la faisabilité aussi qu'il faut valider auprès de l'ensemble des services impliqués. OK. Là, j'ai vu que vous parliez d'installer des dos d'âne, mais si je me fie à toutes nos problématiques au niveau de la vitesse, puis quand on demande des dos d'âne, on n'en a pratiquement jamais. On en a installé combien l'année passée? Fait que je ne sais pas si c'est envisageable de penser installer des dos d'âne dans ce projet-là. Là. Fait que je dis ça comme ça, mais Les mesures qui seront installées sont à définir. Fait que c'était vraiment à ouais, titre indicatif. Ça va être à voir lesquelles seront ça retenues. devient quand même assez permanent aussi là, quand on veut faire quelque chose de limité dans le temps. Là, de mettre un dos d'âne, là, ça devient permanent, là, donc il y avait ça. Bon, le 50+1, M. Kibonge aussi en a parlé. Ah oui, là, dans le fond, le projet que vous nous apportez, c'est quand la demande vient des citoyens. Si, par exemple, Mme Robichaud voudrait dynamiser un coin dans son district, puis qu'elle a une rue à laquelle elle pense qu'il n'y aurait pas nécessairement de circulation ou tout ça, puis qu'elle aurait envie de dynamiser ce coin-là, de faire une rue ou un peu comme Wellington-sur-Mer, mettons, mais dans son district. Puis là, la demande, elle vient comme pas des citoyens. Est-ce qu'il y a possibilité d'inclure un petit peu les élus là-dedans, dans la démarche? En fait, comme il faut une adhésion forte des citoyens qui résident dans la rue, ça l'empêche pas, par exemple, Mme Robichaud, d'aller voir si elle les connaît ou elle sait que c'est déjà un milieu dynamique, puis de leur faire connaître l'initiative. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une adhésion. Donc, on peut en faire la promotion certainement, on peut aller les voir, mais au final, il faut l'adhésion des résidents de la rue. Donc, ça demeure un élément important. Juste vous mentionner, Mme Gravel est avec nous Ah, et elle a oui. marqué, il y a des dos d'âne amovibles là, dans la conversation. Donc, c'est des possibilités, des fois, des infrastructures moins permanentes, donc OK, qui peuvent OK. être utilisées. Bonjour, Mme Gravel. Ensuite, quand on a parlé du 50+1, est-ce que ça implique que les gens doivent se déplacer pour aller voter, mettons? Ou juste ramasser une signature dans la rue, c'est suffisant? On va encore une fois déterminer la façon de faire, mais tu sais, on va réfléchir à des outils pour faciliter ça. Donc oui, le Ouais. porte-à-porte ou tu sais, des accroches-portes qu'on va récupérer par la suite. On va penser à la manière la plus simple. Est-ce que sur le web, par exemple, ça serait le plus, tu sais, il va falloir voir il faut que ça soit accessible aussi. Donc, peut-être une pluralité de formes pour ramasser des signatures, là, mais on va essayer d'aider les citoyens à ce que ça soit pas lourd comme processus. C'est surtout ça qu'on entend. OK. Puis au niveau du choix des rues aussi, j'aimerais ça que ça revienne, ben, en tout cas que tout le programme revienne en commission, mais le choix des rues, là, les critères que vous allez définir, je pense que ce serait intéressant qu'on le voit en commission pour en discuter, là. Puis vos choix de rue aussi, là. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, d'autres. Oui. Bon, Mme Robichaud, allez-y. Oui, bien, je veux revenir là, sur le soit 2/3 ou 50%+1. Là. Euh, Moi, personnellement, j'adhère plus aux 2/3 pour les raisons. Vous disiez ça, puis j'étais ah oui, tu sais, la sécurité, parce que c'est vrai que s'il y a la moitié des gens qui n'y adhèrent pas, ils vont aller vite sur la rue, tu sais. Puis je me disais, en même temps, on parle de bout de rue, puis de section ludique à 60 mètres, donc 4 à 5 maisons. Fait que, tu sais, d'aller chercher 2/3 des signatures, je pense pas que ça soit énorme, mais on va s'assurer d'avoir le consensus des gens sur la rue. Fait que, en tout cas, moi, je maintiens, tu sais, c'est pas la king qu'on veut faire. Tu sais, c'est des petits bouts de rue. Fait que je pense que la faisabilité du 2/3 est réalisable tout en mettant une panoplie de façon pour que les gens puissent dire s'ils sont d'accord ou pas, là. Mais surtout, c'est ça, en lien avec la sécurité, parce qu'on sait déjà que dans nos rues, 50 et roule, tu sais. Fait que moi, j'adhère plus. Plus c'est haut, plus que les gens qui vont signer vont être conscients puis vont y adhérer, je pense.
Mais ça pourrait être 2 options, puis l'ensemble des élus choisira, là, mais tu sais, moi, j'adhère plus au côté sécurité à 2 tiers. Il y a aussi l'élément que s'ils ont adhéré, ils vont peut-être l'utiliser davantage. Donc, c'est un élément intéressant aussi à considérer. Mais c'est pas nécessairement non plus, des cul-de-sac, là. Tu sais, quand on pense à Mhm. Wellington-sur-Mer, c'est pas un cul-de-sac, là, c'est une rue, puis il y a la version rue piétonne aussi. Là, je suis contente que Mme Gravel soit là, parce que là, on parle juste de zone ludique, de rue conviviale, mais j'aimerais ça aussi qu'on parle de rue piétonne, de tout l'aspect, de toutes ces sortes de rues-là. Puis là, je sais que vous vouliez pas porter tout ça sur vous, là. Fait que Peut-être juste une nuance. Dans ce cas-ci, vu que l'objectif premier, c'est la dynamisation du milieu de vie, le SSCVC est le porteur et s'adjoint les autres services qui ont l'expertise. Mais si on va dans rue conviviale, rue piétonne, je crois que ça serait probablement plus, puis Mme Gravel pourra me corriger, mais à la commission sur l'aménagement du territoire, où là, le porteur est soit le service de la gestion planification du territoire ou infrastructure urbaine. Puis nous, on serait collaborateurs à ces il y a le niveau de la initiatives-là. sécurité aussi. C'est pour ça que c'est quand même bien Oui. c'est un dossier frontière, effectivement, là. Mais je pense que Mais c'est vos des 2 bonnes questions. services, je pense que vos 2 services, devriez parce que dans le fond, en tant que citoyen, là, quand il va arriver puis que là, il dit: «Moi, j'aimerais ça que ma rue, elle devienne une rue piétonne ou qu'elle devienne c'est quoi mes options, puis tout ça. Puis là, si on dit, ben, si tu veux une zone ludique, il faut que tu ailles cogner à la porte de Madame Prou. Mais si tu veux telle autre rue, là, c'est Madame Gravel qu'il faut que tu ailles voir. Fait que c'est quoi tu veux? Mais tu sais, dans le fond, juste comme pour que ce soit clair pour le citoyen, déjà qu'il y a un gros dédale dans notre administration, ça peut être difficile, ça peut être impressionnant pour un citoyen, tu sais, puis on veut pas perdre la participation citoyenne, on veut pas les démobiliser, déjà, de venir nous voir puis de dire, hey, moi, j'aimerais ça que ma rue, elle soit, ludique, elle soit conviviale, elle soit partagée, fait que je pense qu'il faudrait vraiment que tout ça soit ensemble. Mmh? Vérification des critères, là. Mmh. Oh! Ah, je vois pas les ouais. Excuse, allez-y, Madame Gravel. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un dossier qu'on a déjà présenté au CE, puis c'est un dossier qu'on a eu énormément de conversations. Puis vous l'avez bien dit, Madame Boileau, c'est vraiment un dossier frontière, puis la limite entre l'apaisement de la vitesse, qui ne relève pas du tout du SSCVC, puis du milieu, puis, mais qui relève aussi parce que c'est un milieu de vie qu'on veut créer. Et le dossier de justement rue conviviale qu'on vous présente aujourd'hui, c'est dur de mettre une limite puis de mettre un endroit où le point de chute va être. Puis honnêtement, on n'y a pas vraiment pensé. On veut tous s'en aller vers là. Mais je vous donne un exemple. Tantôt, Mme Robichaud disait on n'ira pas faire ça sur King. J'ai mis une petite note dans les commentaires. On est d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on veut aller mettre ça? Je vous donne un exemple, M. Kipon, j'avais parlé de la rue London. Mais avant de dire qu'on met ça sur la rue London, bien, quel impact ça a sur les rues périphériques au niveau de la circulation? Donc, oui, c'est une volonté de dynamiser le milieu, comme le disait Émilie, mais c'est aussi un enjeu de sécurité, comme le disait Stéphane, puis c'est aussi un enjeu de circulation, puis d'impact sur ce qu'on va faire autour. Donc, le dossier, il est vraiment frontière. Il est vraiment, il touche à tout, puis il va être difficile dans l'état de la situation des services actuellement et même du politique, de voir où est-ce qu'il doit tomber le dossier, puis où le citoyen doit s'adresser, à mon avis. On n'a pas établi de règles claires, puis on n'a pas établi de système ou de point de chute clair pour ce type de demande-là. Actuellement, les demandes d'apaisement de la vitesse rentrent, vous le savez, par quel système? Par le 5858. Puis là, ça rentre dans un processus, mais ça passe par le CIU. Mais des fois, ça pourrait ne pas passer par le CIU puis s'en aller par le SCCVC, qui devra nécessairement tirer sur nous aussi si ça a un impact sur les rues périphériques ou voir si ça a un impact. Par contre, une rue cul-de-sac, il pourrait avoir 0 impact nulle part. Fait que là, ça pourrait tout être traité par le SCCVC dans ce cas-là. Fait que c'est ça. C'est un dossier pas facile. Oui, effectivement, mais en même temps, tu sais, c'est vraiment c'est pas au niveau de la circulation, c'est pas un moyen qu'on veut diminuer la vitesse dans une rue, c'est vraiment au niveau de la communauté, tu sais. C'est pour ça que c'est plus
dans ma commission que ça devrait se traiter, ce sujet-là. C'est au niveau de la sécurité. Donc, je pense que c'est plus ici, mais c'est sûr que vos services doivent se parler. Il va falloir trouver une façon qu'entre vous aviez un lien ou je ne sais pas, là, mais pour que ça puisse. Ben, j'ai vu que Mme Robichaud elle a levé la main. Raïs, c'est avant moi. Ah, pour vrai? Oui. Ah, Mais très rapidement, en fait, c'était juste pour dire, ben, je suis d'accord avec Mme Gravel que les dossiers frontières comme ça, c'est plus complexe. Il y avait eu une idée, il avait circulé à un moment donné l'idée de faire passer ça, d'avoir l'arrondissement comme porte d'entrée, puis que l'arrondissement soit le lien entre, que ce soit le SSCVC ou le SCU ou bien d'autres services, parce que la personne qui vient, mettons, si on prend comme le monsieur qui vient poser la question à l'arrondissement en disant ah, dans ma rue, ça circule rapidement, j'aimerais ça avoir, on va dire, une rue partagée, puis qu'on lui pose les questions, on se rend compte que c'est pas vraiment une rue partagée qu'il veut, c'est plus une rue conviviale, on va dire. Là. Ça permet automatiquement alors de rediriger la demande vers le SSCVC, et puis que, vu que c'est comme un enjeu de proximité, puis même si c'est quelque chose qui va se passer entre deux districts, là, le fait que ça soit dans un arrondissement, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, il y avait eu cette pensée-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait explorer ou voir, mais ça permet d'avoir un lieu de connexion entre les différents services, là, au lieu que la personne soit obligée de se promener dans le labyrinthe. Moi, c'était juste pour revenir très rapidement sur quelque chose que je n'ai pas posé tantôt. Mais encore une fois, je demandais pourquoi est-ce qu'on voulait aller faire beaucoup de marquage au sol, mais aussi pour les blocs de béton, les bacs à fleurs. Ça reste quand même quelque chose de gros. Ça demande, en général, si j'ai bien compris, de 24 à 36 heures de travail de colle bleue pour installer, enlever tout. Et c'est juste pour comme que dans la réflexion qui va nous être proposée plus tard, essayons de garder ça simple. C'est sûr que souvent, un bloc, quand c'est au milieu de la rue, on ne peut pas le manquer, là, mais parfois, il y a des choses plus simples qu'on ne peut pas manquer aussi. Donc, juste essayer d'y aller avec ce genre de réflexion-là, comme essayons de faire petit mais efficace. reste un petit 10 minutes. Petite question pour Mme Gravel. Vous allez voir, c'est une question un peu débutante, là, mais les rues partagées, est-ce que ça se fait régulièrement qu'on prend des rues déjà existantes? Parce que, tu sais, il n'y en a pratiquement pas, là, des rues partagées qui existent. Puis, on en avait parlé pour la rue qui traverserait le Boisé-Faby. Et, tu sais, il y a comme toute une structure de rue qui est faite différente d'une rue standard et tout. Fait que, est-ce que c'est plus dans l'optique des nouvelles rues qu'on pourrait regarder les rues partagées que les rues existantes? Tu sais, ça fait-tu une différence? Genre, les rues conviviales, ça serait les rues actuelles, puis les rues partagées, ça va être plus dans le futur avec des nouvelles rues? En fait, Je pose la question parce que je ne sais pas trop. Là. votre point est excellent. C'est que, premièrement, on n'a pas de rue partagée sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Là. La première aurait été celle du Boisé-Faby, qui dort depuis plusieurs mois, on va se le dire. Puis effectivement, celle-là, on l'avait aménagée pour qu'elle soit obligatoirement partagée. Je pense qu'il n'y a rien qui empêche de modifier une rue pour la rendre partagée. Ça se fait. Mais il va falloir aussi discuter du dossier, comme je disais tantôt, au niveau de la circulation, mais au niveau de la gestion du territoire. Est-ce qu'on va faire une rue partagée dans ce secteur-là? Est-ce que c'est la volonté de la ville de faire ça? Ou on préfère faire une rue conviviale ou une rue, un cul-de-sac, par exemple, où on joue dans sa rue? Il y a toute une réflexion qui vient avec ça. Mais je pense qu'une rue existante, pour répondre à votre question, peut être modifiée en rue partagée, une fois que tout aurait été analysé. Ça répondait à... Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à tout ça? OK. C'est vraiment un sujet qui est polarisant, qui nous intéresse, qu'on a envie vraiment que ça débloque. On se fait vraiment questionner beaucoup au niveau des rues, de la réappropriation. Donc, je suis vraiment contente qu'on débute là-dessus. Mais je pense qu'à la lumière de toutes les questions qu'on a, puis le fait qu'on a comme juste parlé un petit peu des rues conviviales, je pense qu'il y aurait peut-être lieu de retravailler un petit peu le programme puis de nous revenir avec quelque chose d'un peu plus complet qui inclurait peut-être d'autres types de projets aussi, là. Puis un travail un peu plus entre tous les services, puis de ne pas oublier le SPCI. Merci beaucoup. Là, on passerait au sujet de la stratégie jeunesse. Je m'excuse.
Donc, la participation citoyenne est un enjeu de plus en plus important. On le voit entre autres à chaque élection où la participation diminue. Avec la fin de la pandémie, on se rend compte aussi qu'on a de moins en moins de bénévoles puis que ceux-ci vieillissent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour intéresser les jeunes à s'impliquer dans la communauté, dans notre municipalité? Qu'est-ce qui les rejoint? C'est quoi les enjeux qui les intéressent? Qu'ils puissent s'impliquer puis qu'ils deviennent nos bénévoles, qui fassent finalement qu'il y ait un roulement puis qu'on remplisse notre banque de bénévoles qui participent à la vie citoyenne. Le 31 mai dernier, j'ai participé au forum J'ose transformer au Théâtre Granada avec plusieurs autres élus. Le théâtre était rempli de jeunes voulant changer le monde en passant par les arts, la danse, le chant, le slam, par les activités sportives aussi, on nous a fait bouger, par l'implication politique. Bref, la salle était remplie d'énergie et de belles idées. Et je suis heureuse de voir aujourd'hui que les consultations qu'on a eues avec les jeunes vont pouvoir nous guider dans les prochaines étapes. Donc, je laisserai Mme Proulx continuer là-dessus. Oui, merci. Je vais vous partager mon écran à mon tour. C'est parfait comme ça. Je vais baisser ça ici. Alors, oui, on vient vous présenter, dans le fond, un état d'avancement des travaux sur la stratégie jeunesse, voir un peu avec vous, valider les alignements, où on est rendu, vous entendre aussi sur la démarche, si vous avez des orientations à nous partager, si vous avez des préoccupations. Donc, c'est un peu l'objectif de la présentation aujourd'hui. Peut-être revenir un peu sur la genèse de la démarche. Donc, ça date quand même de 2020, en pleine pandémie. On avait à ce moment-là une volonté qui émanait de la table de concertation jeunesse de Sherbrooke, de consulter les jeunes, de les entendre, de leur donner une tribune pour qu'ils puissent faire valoir leurs enjeux, sur quoi ils ont envie de partager avec nous. Et comme c'était la pandémie, bien, la table de concertation s'est revirée quand même rapidement et ils ont travaillé avec nos partenaires du Centre RBC pour la santé mentale de l'Université de Sherbrooke et ils ont fait un sondage en ligne. Et à l'époque, c'était les résultats du sondage. Donc, 5 grandes thématiques qui avaient émergé. Il y avait 150 jeunes là, qui avaient répondu, des jeunes entre 15 et 29 ans. C'est vraiment l'auditoire de la stratégie jeunesse. Donc, environnement, activité dans la communauté, discrimination et justice, services en santé mentale, le bien-être et l'éducation. Donc, déjà, on voit que les 3 premiers thèmes rejoignent vraiment les champs de compétences municipales. Puis, dans les autres sondages, consultations qu'on a menés, c'est des thèmes qui reviennent. Là. Donc, il y a une cohérence aussi dans ce qui nous est partagé. Maintenant, la démarche, on avait déposé à l'hiver 2021 une demande de financement au secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec pour avoir un financement de 40 000 financement qu'on a obtenu en mars. Et c'était vraiment pour l'élaboration de la première stratégie municipale jeunesse. Donc, on avait 2 ans pour ce faire. Fait qu'on approche tranquillement de notre échéancier. On devrait déposer la stratégie avant mars 2023. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous voir aujourd'hui, mais on reviendrait probablement avec une stratégie plus complète en janvier ou février avant l'adoption, évidemment. Là. Donc, aujourd'hui, c'est un premier pas pour vous dire où on est rendu. En même temps qu'on avait déposé notre demande de financement au secrétariat, la table de concertation aussi avait déposé, donc 2 demandes qui se complétaient, complémentaires. Donc, eux faisaient une démarche quand même exhaustive de consultation. Puis nous, on récoltait, on participe et on collabore à ces démarches-là, mais on récoltait aussi les bilans des activités pour nourrir l'élaboration de la stratégie jeunesse. On fait en même temps, en parallèle, la collecte des actions déjà soutenues. Donc, qu'est-ce qu'on fait déjà en milieu municipal pour les jeunes? Il y a des éléments qui sont évidents. Par exemple, notre programme de soutien aux maisons de jeunes. On a 8 maisons de jeunes sur le territoire. Mais dans certains domaines, c'est moins évident parce que quand on tombe dans l'adulte, le 18 ans et plus, ce n'est pas nécessairement segmenté 18-30. Là. Donc, d'aller essayer d'extirper ce qu'on finance jeunesse 15-20, 15-30, ça demande un certain travail là, pour avoir un portrait quand même juste. On est aussi en partenariat avec beaucoup d'initiatives, que ce soit l'Alliance Sherbrookoise pour des jeunes en santé, le projet de Sherbrooke-Ville en santé sur la politique municipale en matière de réduction des méfaits liés à l'alcool. Donc, des fois, on est porteur d'action, leader, mais des fois, on est aussi partenaire ou facilitateur. Et dans les autres démarches qu'on fait, on est aussi à consulter l'ensemble des
de nos collègues pour voir c'est quoi les maillages possibles avec les autres plans d'action, que ce soit le Bureau de développement économique, le Bureau de l'environnement, la culture, les sports, etc. Donc, on mène ces actions-là en parallèle. Maintenant, des actions qui ont été menées dans la dernière année, vous en avez nommé, donc ceux portés par la Ville de Sherbrooke, le Conseil municipal jeunesse, qui revient à chaque année. Donc, c'était le 4 mai dernier. Et déjà, vous allez voir tout à l'heure qu'on intègre des recommandations des jeunes dans notre plan de travail. On a mené un sondage web qu'on a eu 250 réponses au printemps, entre le 16 mai et le 6 juin. Et on a un appel de projet Initiative Jeunesse qui est présentement en cours. Donc, on a hâte d'avoir les résultats, autant pour les actions qui sont portées par nous que les initiatives qui sont portées par les partenaires du milieu. Donc, tous les volets du Forum Jeunesse. Il y a eu le volet à l'Université de Sherbrooke le 26 mars. Il y avait eu un volet plus pour les jeunes secondaires à la fin mai. Et celui que vous avez mentionné, Mme Boileau, le 31 mai, l'happening J'ose transformer au Granada. Donc, tous ces éléments-là vont être réunis dans un bilan quand même exhaustif que les partenaires de la table de concertation là, débutent. Donc, on espère l'avoir avant décembre à peu près là, pour vraiment prendre les recommandations et les intégrer à même la stratégie municipale. Les autres actions en cours, ben, on manque aucune chance et il y avait un autre appel à projet du secrétariat à la jeunesse qui était ouvert et on a déposé, même si notre stratégie n'est pas encore complètement élaborée, il y a un des volets qui c'est comme un incontournable, c'est la mobilisation des jeunes. Donc, on veut aller à la rencontre des jeunes, on veut travailler avec eux. On a déposé un projet et c'est passé cette semaine là, au conseil municipal le 4 octobre pour l'autorisation de déposer notre demande de subvention. Donc, on devrait avoir une réponse d'ici la fin de l'année du secrétariat pour voir si cette demande est acceptée. On travaille aussi avec les labos PIC, donc PIC pour programme, c'est le programme d'intervention dans la communauté de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Donc, pour les 2 prochaines années, dès le début de la stratégie, on va travailler avec des cohortes de jeunes étudiants on essaye de favoriser le pour et par. Donc, à chaque fois qu'on peut intégrer les jeunes à même la stratégie, on le fait. Donc, c'est une belle occasion avec le PIC là, de mettre les jeunes à contribution. Et leur projet principal sur lequel ils vont travailler, c'est le Festival Jeunesse. Donc, c'était la recommandation phare du Conseil municipal jeunesse de cette année. Donc, on va travailler avec eux. Puis, ils ont comme un mandat par session, si on veut. Donc, ils vont travailler avec nous pour faire le benchmarking des événements jeunesse québécois à déploiement municipal. Donc, qu'est-ce qui se fait dans les autres villes? Une étude de faisabilité liée à la création d'un événement jeunesse sherbrookois, une proposition des différentes formules et scénarios pour le déploiement de l'événement. Ils vont élaborer des stratégies marketing pour rejoindre les jeunes. Ils vont faire de la recherche de financement pour la création d'un événement jeunesse sherbrookois et ils vont consulter évidemment les jeunes sur ça. Donc, ça paraît des fois long sur 2 ans, mais on se dit aussi si on a une opportunité de faire un pilote, peut-être un événement à moins grande échelle d'ici 2 ans, mais une journée jeunesse, par exemple, pour mobiliser les jeunes puis tester certaines des stratégies, bien, on va le faire aussi. Là. Concrètement, je vous mentionnais qu'il faut déposer en mars 2023, donc dans quelques mois. La durée qu'on propose pour une première stratégie jeunesse, c'est 3 ans. Pour quand même se réajuster si on a échappé des morceaux ou si on a autre chose. Mais par la suite, parce que c'est une stratégie qui est appelée à se renouveler dans le temps, peut-être qu'on pourra aller sur un terme de 5 ans pour la deuxième. Ça sera à voir, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. On a aussi l'idée de moduler le déploiement de la stratégie par groupe d'âge. Donc, on conviendra que quand on a 16 ans puis quand on a 26, bien, on n'a peut-être pas les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux. On ne rejoint pas ces gens-là de la même façon non plus. Donc, en 3 groupes d'âge qui seraient 15-17, 18-24 et 25-30. Donc, pour moduler vraiment autant les stratégies pour les rejoindre, mais aussi les projets sur lesquels on pourrait les impliquer. On varie du jeune qui est encore à l'école ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, les jeunes familles aussi, donc c'est assez varié.
Et on a marqué l'approche diversité, équité, inclusion parce que, dans le fond, on veut rejoindre tous les jeunes, mais il y a des jeunes qui, forcément, ont plus de barrières à la participation sociale. Donc, d'avoir un regard particulier pour les jeunes plus vulnérables, les jeunes défavorisés, pour essayer de faciliter la participation. Donc, d'avoir ça comme sensibilité, dans le fond, dans le déploiement de la stratégie. Les objectifs de la stratégie jeunesse, dans le fond, ça, c'est vraiment pourquoi on met une stratégie jeunesse en place, les grands objectifs. L'idée première, c'est de susciter l'intérêt des jeunes envers le développement de leur communauté. Donc, qui s'intéressent à leur quartier, à leur communauté, qui savent qu'ils ont un pouvoir d'influence, qu'il y a des mécanismes qu'on va essayer de rendre le plus agile possible pour travailler avec leur municipalité, que ce soit leur conseil d'arrondissement, que ce soit le conseil municipal, et de comprendre quelles sont les instances municipales, de vulgariser ça aussi pour les jeunes. Donc, là, ça se décline de plusieurs façons. Maximiser la participation des jeunes au développement de leur quartier, faire vivre une expérience d'engagement citoyen de qualité aux jeunes, explorer, approfondir les mécanismes de mobilisation et d'action des jeunes, mettre en place des projets concrets répondant à leurs besoins, à leurs aspirations, vulgariser l'univers municipal qui peut peut-être avoir l'air un petit peu aride parfois, on peut comprendre, intégrer concrètement leurs enjeux dans les décisions et les orientations municipales. Donc, à l'interne, nous aussi, avec nos collègues, de former, de développer le réflexe jeune aussi dans les différents plans d'action qui sont développés et faciliter la mobilisation des jeunes en maximisant la communication de la ville envers ces derniers. Puis ça, on travaille déjà avec notre partenaire des services des communications pour voir comment qu'on peut, oui, on va avoir un plan d'action traditionnel là, pour suivre la démarche, mais on veut aussi des outils qui sont adaptés à la clientèle à laquelle on s'adresse, qui sont autant au niveau visuel, mais le message aussi qui soit vulgarisé, qui soit adapté, puis qui leur parle. Donc, on a, tout à l'heure, je disais, on va avoir le pilier mobilisation. Un autre des piliers qu'on va travailler, mais on a marqué à venir, mais tout le volet prévention. Donc, je disais tout à l'heure d'avoir une sensibilité par rapport aux jeunes en difficulté, donc de privilégier des interventions qui sont adaptées, ciblées envers les populations à risque et faciliter les opportunités pour vivre des expériences d'engagement qui sont positives pour les jeunes. On a marqué aussi favoriser la réussite scolaire des jeunes Sherbrookois. C'est sûr que ce n'est pas directement lié aux champs de compétences municipaux, mais dans ce cas-là, on est partenaire. Je nommais des exemples tout à l'heure, mais on soutient, par exemple, un volet de financement au programme Accès 5 qui vise vraiment à lutter contre le décrochage scolaire. La collaboration avec l'Alliance Sherbrookoise, donc il y a beaucoup à faire aussi ou à poursuivre. Et là, pour le volet mobilisation, ce qu'on voulait vous montrer, c'est en particulier ce qui a été déposé dans la demande de financement au secrétariat à la jeunesse. C'est comment on fonctionne en ce moment, puis qu'est-ce qu'on vise. Donc ça, c'est comment on fonctionne en ce moment, qui est davantage un mode linéaire qu'on a marqué. Donc, quels sont les besoins des jeunes, comment on va les recruter, les chercher, on fait de la formation et une mise en action. C'est un peu le volet avec le conseil municipal jeunesse. Et ce qu'on avait comme commentaire dans les dernières années, c'est ça coupe de façon peut-être un peu abrupte. On a des jeunes qu'on a mobilisés sur plusieurs mois. Ils déposent leurs recommandations, puis là, c'est comme si ça finit. Donc, on veut changer cette approche-là pour être davantage dans un autre mode avec eux. Donc, ce modèle-ci, c'est sûr qu'il y a des forces d'avoir les partenaires du milieu avec nous, entre autres. Mais on pense que si on va vers ce modèle-là, qui est notre cycle de mobilisation qu'on a déposé, donc un cycle davantage circulaire, qui est, là, il y a plusieurs phases, mais ça peut commencer à différents moments. Donc, le recrutement des jeunes, la consultation, l'identification des priorités jeunesse, la formation des jeunes, la mise en action, mais c'est vraiment un cycle de mobilisation avec des comités jeunesse de nos 3 catégories d'âge qu'on veut mettre en place et d'aller à la rencontre des jeunes, de multiplier les occasions de travailler avec eux, mais vraiment d'avoir le cycle qui se brise pas. Donc, de terminer aussi avec des projets concrets. Puis, dès que le projet il se termine, ben, ils sont encore mobilisés, puis on peut les réinvestir. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir une quinzaine de jeunes par comité, entre 10 et 15 jeunes,
Et le cercle noir autour, dans le fond, ça représente l'encadrement, l'accompagnement, le soutien des partenaires du milieu parce que on le voit autant avec le Conseil municipal jeunesse, mais toutes les activités du Forum jeunesse qu'on a déployées, ça ne se fait pas facilement de rejoindre les jeunes, mais aussi des intéressés, de les mobiliser. Donc, il faut un accompagnement. Il faut qu'il y ait un encadrement. Donc, le conseil municipal, par exemple, on travaille avec le Carrefour Solidarité internationale qui fait un travail exceptionnel d'aller recruter dans les écoles, de les former avec l'école de politique appliquée, donc de développer des mécanismes, des outils pour vraiment faciliter leur implication, tu sais, que ce ne soit pas des processus lourds. Nous, on va faire l'arrière-scène, que des fois, il peut être un peu complexe de faire le relais à l'interne s'il faut avec le bon service, mais pour que le jeune, lui, il voit quand même son implication, puis un résultat tangible à court terme. Puis c'est beaucoup l'indicateur qui va permettre ou qui va faciliter, dans le fond, une mobilisation à moyen terme. S'il voit un résultat concret, il y a plus de chances, dans le fond, qu'il se mobilise à nouveau ou qu'il revienne parce que ça a porté fruit. Fait que c'est pas tellement différent des autres citoyens. Hein. Quand on voit qu'on fait une action, on fait une demande, puis qu'il y a un suivi, une action, qu'il y a un changement d'apporter, ben c'est encourageant. Fait que ça, c'est notre cycle vers lequel on souhaite aller. Donc, un peu plus un écosystème, disons, un petit peu plus fluide. Fait que ça fait le tour de la présentation pour où on est rendu. Il nous reste encore beaucoup de travail, mais c'est ça, on attend autant le bilan du forum, le bilan des initiatives jeunesse pour tenir compte des apprentissages puis des recommandations pour les inclure. Merci beaucoup pour la belle présentation. Est-ce que des questions? Madame Garfat? Le recrutement se fait dans les écoles? En fait, c'est une façon de rejoindre les jeunes, mais on sait, par exemple, que dans les organismes communautaires qu'on soutient, qui sont admis à la ville, il y a des organismes qui sont des organismes jeunesse, mais il y a aussi des organismes que ce n'est pas leur mission première, mais ils ont quand même un comité jeunesse. Fait qu'on essaye de voir tous les leviers possibles. Évidemment, les écoles sont des très bons leviers. On travaille plus avec le secondaire. On a aussi on ne le mentionne pas souvent, mais effectivement, les écoles anglophones qu'on veut rejoindre, puis travailler davantage avec les cégeps, les universités. Donc, on a le PRES en Estrie, qui est tout le volet postsecondaire. Donc, de travailler avec eux, puis voir c'est quoi les opportunités pour engager les jeunes aussi. C'est des périodes de transition de vie importantes. Puis, tu sais, ils peuvent avoir beaucoup de choses, mais comment qu'on peut quand même les rejoindre, puis c'est évidemment, l'institution rejoint un type de jeunes, mais il ne faut pas oublier aussi, on mentionnait tout à l'heure les jeunes vulnérables. Donc, des fois, ça peut être un défi supplémentaire. OK, où ils sont, comment on fait pour les rejoindre? Fait qu'on va se pencher sur ça aussi. Monsieur Guibonge? Oui, merci beaucoup, Madame. Je voulais savoir pour la catégorie des jeunes qui est visée, est-ce que c'est des jeunes qui, on va dire, s'intègrent déjà assez bien à la société, c'est-à-dire, mettons, ils vont à l'école, ils participent déjà à plusieurs activités extracurriculaires, ou est-ce qu'il y a aussi une portion qui essaye quand même d'aller chercher des jeunes issus de milieux un peu plus vulnérables pour, comme, justement, ben, qu'ils fassent partie de la stratégie jeunesse? On dit souvent dans le milieu de la santé une stratégie universelle proportionnée. C'est-à-dire, on veut rejoindre tous les jeunes de 15 à 29 ans, mais évidemment, il y en a que, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de barrières à la participation. Donc, les jeunes plus défavorisés, de voir c'est quoi nos approches pour les rejoindre. Mais, tu sais, on veut exclure, c'est une approche inclusive, là, donc l'ensemble des jeunes de différents milieux. On veut par exemple, on pourrait y aller en approche territoriale. On ne veut pas juste avoir des activités au centre-ville, mais aller vers les jeunes dans leur quartier, dans les arrondissements aussi. On veut, par exemple, voyons, en tout cas, j'ai perdu mon idée. Si ça me revient sur un type de jeunes aussi, je vous le dirai. Parfait. Mais c'est ça, c'est parce que moi je suis d'accord avec l'objectif de, comment dire, ne pas laisser personne derrière, puis viser tout le monde, sauf que
souvent, dans certaines politiques publiques, on se rend compte que quand on essaie de parler à tout le monde, on parle à personne, en fait. Là. Puis c'était pour ça que je voulais savoir, est-ce que dans les différents objectifs, parce que je vois, on parle de maximiser la participation des jeunes, développement de quartiers, puis vivre des expériences d'engagement citoyen, s'il y avait comme des quartiers qui étaient un peu plus ciblés, parce que un jeune qui va être dans une famille plus à l'aise, puis dans un quartier un peu plus comme aisé, va déjà avoir une certaine implication par l'école là où il va, par différentes activités familiales, alors que certains milieux, ils n'ont pas cette extra activité-là. D'où ma question par rapport à comment est-ce que c'était fait pour un peu rééquilibrer là, et pas juste avoir une stratégie jeunesse, là où dans le fond, on parle aux gens qui s'impliquent déjà, mais on essaye de, au contraire, créer comme des systèmes qui font que certaines personnes qui ne seraient pas impliquées à la base s'impliquent. Oui, tout à fait. C'est la volonté d'avoir une attention particulière aux jeunes qui sont plus vulnérables. Donc, on va voir quelle stratégie on déploie pour y arriver. Mais effectivement, ceux qui ont plus d'enjeux pour participer au niveau de leur quartier, de leur société. Oui. Puis pour les groupes d'âge, c'était pour dire que c'est une bonne chose, là, que justement, parce qu'on sait que des jeunes entre 15 et 17 ans vont avoir comme des aspirations, des besoins différents que des gens entre 25 et 30 ans. Là. Donc, je ne sais pas si c'était inclus de créer une espèce de synergie à l'intérieur du groupe et tout. Parce que moi, pour avoir fait partie des scouts, je sais qu'on divisait comme les jeunes en différents groupes d'âge, puis que plus ils avançaient en âge, plus ils avaient des responsabilités et ils aidaient les plus jeunes à comme soit se débrouiller, soit progresser dans leur cheminement. Là. Fait que c'était pour voir s'il y avait ça ou si ça pourrait faire partie des... Ben, ça reste à déterminer. C'est sûr que pour l'instant, c'est 3, par exemple, dans notre cycle de mobilisation, c'est des comités distincts. Mais si, par exemple, dans le cadre du festival jeunesse, ben là, ça peut être rassembleur de ces comités-là, mais de beaucoup plus de jeunes aussi. Donc, il peut y avoir un croisement des deux, effectivement. Parfait, merci. C'est mon tour? OK. J'ai plusieurs questions, moi aussi. Dans le fond, là, on parle beaucoup de la stratégie jeunesse, mais en même temps, je pense que ça pourrait être bien de l'intégrer au plan intégré des mesures sociales. Parce que dans le fond, ce qui est bon pour la jeunesse est aussi bon pour les autres groupes d'âge, là, on va dire ça comme ça. Puis, donc, je pense que c'est comme une portion de notre population, mais il faut aussi aller rejoindre tout le monde. Donc, ça pourrait peut-être faire partie. C'est comme un chapitre de ça. Ensuite, il va falloir aussi trouver un moyen pour faire un lien avec le secrétariat à la participation citoyenne puis les conseils citoyens qui vont être formés prochainement. Là. Je sais qu'on est en train de nous chercher un secrétaire, ou en tout cas, quelqu'un qui va prendre en charge tout ça, mais faire le pont entre ça aussi. Vous vouliez répondre à ça? Oui? On a le même souhait de cohérence. Là. Donc, je ne sais pas ça va être quoi le mécanisme qui sera mis en place parce qu'effectivement, c'est en train ça évolue tranquillement. Mais quand ça sera le cas, c'est effectivement un souhait qu'on s'arrime, en fait. Ben oui, oui, tout à fait. Ensuite, le bilan du Forum jeunesse, j'aimerais ça le voir en commission. Ce serait vraiment pertinent, je pense. Je pense que tout le monde pourrait être intéressé par ça. En même temps, on a parlé tantôt du CMJ, là, les conseils municipaux jeunesse. Je sais que ça se fait au secondaire. Est-ce que ça se fait au cégep aussi ou? Pas sur la même formule, en tout cas. Ils ont peut-être des activités autres, par exemple, les étudiants qui sont en sciences humaines dans leur cours de sciences politiques, des activités ponctuelles, mais pas aussi déployées que le conseil municipal jeunesse au secondaire. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose en lien avec ça, pour les intéresser à la politique municipale, au monde municipal, puis peut-être avoir de la relève jeune au conseil municipal. On parle aussi beaucoup des budgets participatifs. Je ne sais pas si on pourrait peut-être avoir une stratégie par rapport à ça parce que ça peut aller chercher les jeunes, monter des projets, tout ça. Je sais qu'on en fait en arrondissement, nous, j'en fais aussi dans mon district.
Ben, les initiatives jeunesse qu'on a lancées cet été de façon pilote, c'est un appel à projet pour les jeunes, pour déployer des projets qui leur tiennent à cœur. Fait qu'il y a quelque chose, tu sais, puis c'était assez, on visait la participation citoyenne, l'engagement dans leur communauté, mais tu sais, il n'y avait pas un créneau fixe, là. Donc, c'était assez large au niveau de la thématique, par exemple, du projet qu'ils voulaient mener. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Puis ça aussi, on va avoir le bilan fin d'année ou début de l'année. Fait qu'on va pouvoir ajuster le tout. Mais c'est un peu le même modèle, donc du financement pour des projets jeunesse qui sont portés par et pour eux. Je trouve ça vraiment intéressant d'aller chercher les jeunes, d'aller les rencontrer, de voir c'est quoi qui les intéresse. Comme je disais au début, là, c'est vraiment ça va être notre façon d'aller les chercher, d'avoir de la participation citoyenne aussi, là. Mais c'est ça, dans le fond, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non? Ben, c'est ça, dans le fond, vraiment de s'assurer qu'il y a un lien entre le secrétariat et la participation citoyenne. Puis, ben, je suis vraiment contente. J'ai vraiment apprécié ma participation au Théâtre Granada, là. C'était vraiment beau de voir l'énergie. Puis les jeunes, c'est l'avenir aussi. Donc, c'est un beau projet. Donc, je m'en allais fermer mon micro, tu sais. Donc, on a épuisé les sujets à l'ordre du jour. Donc, je lèverai la séance, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre ait quelque chose à rajouter. Tout est beau? Donc, je lèverai la séance à 15h19.